Good morning. It's such a privilege to be here among you, and I want to start by welcoming all of you as well. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir tous. Nous avons une audience agréable qui nous rejoint dans ce panel de transformation de l'éducation, donc des modèles émergents qu'on voit ici aux Émirats. Comme le monde fait face à l'incertitude de cette pandémie, beaucoup de questions se posent. Et parmi ces questions, il y a une question qui est au cœur et à l'esprit de chaque étudiant, parent et gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver à l'enseignement et à l'apprentissage? De plusieurs manières, la pandémie n'a pas seulement amené de nouveaux défis, mais elle a amplifié les défis déjà existants, peut-être plus qu'avant. Le fossé entre ceux qui sont dans les deux côtés du développement humain sont devenus plus grands. Et encore, la pandémie a mis fin à plusieurs débats qui ont ralentit la rapidité de développement pour l'approche d'éducation pour aller de l'avant et expérimenter de nouveaux modèles au cœur de l'expérimentation et d'impact tangible. Aux Émirats arabes unis, pas une journée d'apprentissage n'a été perdue alors qu'on a immédiatement fait un transfert vers l'apprentissage numérique. Il y a eu donc une bonne planification. Quelles leçons a les Émirats arabes unis pour le monde pour renforcer les capacités d'apprentissage numérique, non seulement pour prospérer, mais également pour permettre de devenir un pilier essentiel pour le progrès dans cette décennie. Donc, j'ai le plaisir de présenter les membres du panel et de les accueillir ici. J'ai avec moi M. Anthony Blum, fondateur et directeur exécutif à Alliance de Mobile Éducation Mobile, Dr. Ali, directeur de l'initiative de Mohamed Ben Rachid, M. Christian Goubi, PDG de Demain, l'initiative Demain, et également le PDG de l'initiative Aleph. Bienvenue. Monsieur Blum, nous commençons avec votre expérience. L'Alliance de Mobile Éducation a mis l'accent sur le rôle durable d'éducation pour promouvoir les résultats d'éducation avec une concentration sur la communication et les actions, surtout pour les pays à faible revenu. De votre expérience et le travail avec l'Alliance, quelles sont les barrières pour l'expansion des rôles de l'éducation et pour les pays à faible revenu? Merci, Chérine. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Ça me fait plaisir de rencontrer plusieurs collègues et preneurs de décision dans le monde. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette alliance, ça existe depuis des années. C'est une plateforme pour les organisations qui sont concentrées sur la technologie. Merci pour la question. J'aimerais répondre à cette question avec le même élément de l'éducation et même les éléments. Et ça veut dire renforcer le système des acteurs dans l'infrastructure, par exemple des activités telles que cet événement. Et nous saluons les organisateurs. C'est une initiative à travers laquelle les experts pour renforcer leurs expertises et les preneurs des décisions. Donc, le fait d'organiser des événements qui traitent des sujets particuliers. Par exemple, il y avait une organisation sur l'enseignement technique depuis quelques jours et également sur la lutte contre l'ignorance numérique. Et nous devons donc nous réunir de manière régulière pour discuter de sujets spécifiques. Donc, lorsqu'il y a des esprits similaires qui se rencontrent, on crée des changements. Donc, lorsqu'il y a donc des experts qui peuvent échanger des opinions, ils peuvent apprendre ensemble de nouvelles pratiques. Comme ça, ils peuvent aboutir à de nouveaux
résultats. Par exemple, il y a, pour ce qui concerne le renforcement des systèmes d'éducation, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de campagnes pour trouver des solutions. Par exemple, aux Émirats arabes unis, les organisateurs de cet événement ont également organisé un fonds d'innovation et nous avons certains bénéficiaires de la bourse. Donc, il y a beaucoup de défis pour traiter ces problèmes. L'importance de renforcer le système écologique est au cœur de ce que nous voulons faire. Dr Walid, nous allons parler de votre expérience. La pandémie a apporté avec elle beaucoup de défis à travers le monde. Par conséquent, changer la manière d'éducation est importante. Vous avez fait un très bon travail là-dessus et c'est l'un des défis auxquels font face les pays en développement. Il y avait un espoir d'atteindre 1 million d'enfants. Il y avait des défis dans certaines zones dans lesquelles il est difficile d'accéder. Si vous pouvez nous parler des écoles numériques qui peuvent inspirer tout le monde sur la base de votre expérience. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec cette équipe très agréable d'experts. Il y a beaucoup de leçons apprises et il est difficile de les résumer. Mais je peux dire que le point essentiel, c'est que nous devons avoir le principe d'éducation continue. Nous continuons d'apprendre et sans cette manière de penser qui est basée sur l'apprentissage et l'éducation continue, nous ne pourrons pas nous adapter et les défis auxquels nous faisons face dans la réalité. Je vais essayer de résumer les leçons prises de cette initiative et de projet dans des points particuliers. Le premier est que nous continuons d'apprendre et nous avons une manière d'apprendre pour l'éducation continue et comment on peut lier cette éducation avec des preuves, de prendre des opinions basées sur différents facteurs. Donc, on ne parle pas d'avant et après l'évaluation et le contrôle, mais nous avons appris qu'on peut, à travers cette évaluation et ce contrôle continu, on peut avoir des résultats agréables pour apprendre des fautes. Le deuxième point qui concerne la participation dans la création, nous n'avons pas besoin de recréer les choses ou de commencer de zéro. Il y a plusieurs initiatives qui existent déjà et beaucoup de bons efforts qui sont liés directement à ce que nous faisons en général ou dans des domaines particuliers. C'est pourquoi nous, par exemple, dans cet événement dans lequel nous pouvons coopérer avec différentes initiatives mondiales et locales pour avoir un impact réaliste sur le terrain. Le troisième point, c'est de garantir que là où nous soyons et ce que nous faisons et qu'il faut que ça corresponde au contexte dans lequel nous travaillons, car sans cela, nous ne pouvons pas lier ce que nous faisons avec les besoins des contextes locaux, donc les ambitions et les espoirs de ceux qui travaillent dans ce domaine. Ce point est très important, surtout pour l'application des projets d'éducation, de se concentrer sur les écoles dans les communautés qui ne sont pas sécurisées. Donc, très bien, quand on parle de l'idée des contextes et d'adapter le contexte local et la coopération pour accomplir ces initiatives, nous pensons que M. Christian peut nous parler de ça à travers la plateforme appelée Tomorrow, la plateforme de demain que les écoles peuvent accéder. C'est pour les pays en développement et bien sûr cela en dépit des capacités de paiement des enfants.
Et donc, cette composante de changement entier en soi demande un certain nombre d'éléments pour réussir et de créer le changement nécessaire. Donc, à votre opinion, quels sont les systèmes que nous devons utiliser pour changer le système d'éducation au niveau mondial et quelles sont les leçons qu'on peut attendre et que vous avez trouvées dans cette plateforme de Tomorrow pour ce qui concerne le contexte local? Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ici. On va commencer avec le fait qu'il y a une augmentation de conscience entre les enseignants et les parents. Ils savent que l'éducation a besoin de développement pour répondre aux besoins de tout le monde. Tout le monde sait que la technologie joue un rôle très important, surtout la technologie qui évolue et qui va ouvrir les portes vers l'avenir. Cette technologie, est-ce qu'elle nous a aidés pendant la pandémie? S'il y a 1,8 milliard d'heures d'apprentissage, il y a 1,5 milliard d'étudiants qui ont été affectés par cette éducation. Donc, cette technologie n'a pas aidé tout le monde. En fait, la pandémie a prouvé qu'il y a certaines lacunes et nous devons penser à ce dont le monde a besoin. Je crois, comme d'autres experts, qu'il y a besoin d'avoir des systèmes qui peuvent se connecter les uns avec les autres et avoir des opérations d'éducation, des systèmes qui peuvent utiliser les données pour améliorer les résultats d'apprentissage et également le résultat des étudiants et qui peuvent rendre l'opération d'utilisation pour l'utilisateur facile. C'est ce que nous voulons créer dans la plateforme de demain. Donc, pour les pays en développement et également pour les pays pour les pays développés tels que les Émirats, ils ont utilisé la technologie avancée et des idées innovantes et l'éducation à distance. Ils ont recueilli environ, ils ont fait 30 millions d'heures d'apprentissage sur Internet et 59% de satisfaction. Il y a 59% de satisfaction des parents. C'est sans précédent dans le monde et c'est le pourcentage le plus élevé dans la région. La plateforme appelée Demain, elle est lié et il a différentes opinions, différents éléments d'éducation, services de clients, mathématiques, relations publiques et d'autres services. Et les lit tous ensemble en utilisant la technologie avancée, non seulement en utilisant le mot l'intelligence artificielle, mais nous utilisons l'intelligence artificielle car ça nous a aidé beaucoup. Comme vous voyez, Microsoft Windows, ça fonctionne dans les ordinateurs des bureaux et iOS sur les téléphones portables. Donc, nous avons collecté toutes les innovations en travaillant avec tous les innovateurs, les gouvernements et les institutions pour avoir une structure ouverte dans laquelle tout le monde peut contribuer en plus de fournir des services d'éducation qui ne sont pas chers et nous sommes devenus numéro 1 dans le monde à travers cette plateforme. Donc, tous les pays en développement et les pays développés auront cette plateforme pour garantir une meilleure éducation pour leurs enfants et un engagement des parents et les écoles seraient plus interactifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez commencé avec l'essence et il y a cette question qui va être continuée de se poser. Comment
comment vous pouvez continuer à aider. On a besoin de systèmes qui parleraient les uns aux autres et aussi de recueillir des données. Et ça nous mène à M. Defray-Alphonse avec l'éducation ALIF. M. Alfonso, renforcer la transformation numérique dans les écoles aux Émirats vers un modèle où ça peut changer le futur. Qu'est-ce que cette expérience d'ALIF apporte au monde de l'éducation en général et au pays en particulier? Merci. Bonjour, chère Excellence, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous. L'idée essentielle de l'éducation ALIF, c'est d'avoir une plateforme d'éducation en utilisant des données avec le sujet. Cette plateforme, avec le soutien des gouvernements locaux et le ministère, est utilisée par plus de 150 000 étudiants dans le pays et également par des pays tels que les États-Unis, l'Indonésie et l'Égypte. Donc, nous sommes excités parce qu'on a réalisé en utilisant les Émirats comme une fondation pour monter cette plateforme. Donc, Gopi a mentionné, il y a beaucoup de mots-clés sur l'intelligence artificielle et à ALIF, nous avons 40 ingénieurs qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Pour que l'intelligence artificielle fonctionne, on a besoin de données. Nous avons 1,4 million de données par jour d'étudiants et de parents. Peut-être nous avons juste 30% pour commencer. Mais en ce qui concerne le futur de l'intelligence artificielle et comment les machines peuvent aider les êtres humains, ils peuvent identifier des choses que les êtres humains ne peuvent pas identifier. Et c'est là où beaucoup de travail peut être fait. Il y a eu des publications scientifiques qui examinent des exemples et qu'ils ont pour ce qui concerne les capacités qui manquent pour les étudiants à travers le monde et comment on peut faire les interventions nécessaires pour les étudiants qui manquent certaines capacités. Donc, pour les pays les plus avancés, par exemple, le niveau 6, il serait peut-être un niveau derrière l'autre étudiant. Donc, je pense que les machines peuvent essayer d'identifier avec l'intervention humaine, et le mot essentiel est l'intervention humaine, que l'intervention humaine intervient pour identifier la mission, et ensemble, ça peut être le futur de l'éducation. Si nous, à ALIF, on peut voir tous les systèmes aux Émirats, au secteur public, et comment performent les écoles publiques. Par exemple, ils ont des difficultés à Abu Dhabi et on peut voir le programme, on peut voir des évaluations dans les enseignants, le parent ou l'étudiant peut voir s'il comprend le concept essentiel. Ça, c'est le futur d'éducation. Au lieu de tendre une évaluation pour diagnostiquer l'étudiant, on peut diriger la stratégie d'intervention avec l'intelligence artificielle. Les machines peuvent nous aider pour créer un amour pour l'apprentissage, une personnalisation et la stratégie correspondante d'intervention et également l'intervention pour les parents. Donc, cette idée très intéressante d'intervention ciblée. Nous sommes familiers un peu avec des exemples réels de ce que ALIF a fait et c'est incroyable comment ces idées ont été recueillies dans l'absence de ce qui s'est passé. Ces interventions qui ciblent tous les enseignants, tous les élèves, tous les enseignants, ces capacités de fondation. Et je pense que ça nous rappelle le point de M. Bloom sur l'importance de ramener les gens ensemble et ça mène vers la prochaine question, particulièrement après on a entendu de l'autre panéliste le compte à rebours pour la décennie d'action. À quoi va ressembler le futur d'éducation si l'innovation et l'apprentissage numérique reçoivent le soutien dont ils ont besoin et de quel type de soutien s'agit-il?
C'est intéressant ce terme de personnalisation. Nous sommes très excités pour le potentiel d'éducation, mais nous voulons également enlever les éléments de personnalisation dans l'éducation. Nous sommes excités pour le futur d'éducation, les enfants eux-mêmes renforcés dans leur propre sphère. Je pense que c'est une grande opportunité que la technologie sera un moyen de renforcer les capacités et les jeunes sont excités par l'éducation et veulent partager avec les jeunes. Il y a bien sûr d'autres parties prenantes impliquées dans ce processus, mais pensons juste aux jeunes qui sont excités. Nous avons une initiative qui s'appelle 9 mètres. Et pour ceux qui sont experts en technologie ou pas, donc, ils peuvent former d'autres étudiants. Ce sera intéressant lorsque le futur de l'éducation au-delà de l'école pour atteindre ces étudiants. Par exemple, quand il s'agit des mathématiques, le rôle de la technologie peut être seulement de faire connecter les jeunes les uns avec les autres, en plus de leur donner les capacités dont ils ont besoin. Donc, c'est à quoi ressemble le futur. Absolument. Je pense lors de différentes sessions ici à Hawaii, on a entendu parler de l'importance d'engager les jeunes, non seulement à travers des présentations, mais également c'est ce qui va guider leur futur. Merci pour ça, Dr. Walid. Je suis sûr que vous-même et l'école numérique, que vous êtes familier avec le contexte local. Quel type de stratégie dont on a besoin pour surmonter ces barrières et quelles sont les parties prenantes qui pourraient aider dans cela? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit accessible pour tout le monde? Ça, c'est la question d'1 million de dollars. Je pense que la barrière essentielle, c'est l'accès à la technologie et à la connectivité. Et nous pensons que ce n'est pas l'idée éventuelle. Il faut voir comment ça va permettre la connectivité et l'accès et comment ils peuvent élargir ces opportunités et ajouter aux expériences d'apprentissage des étudiants. C'est là où nous avons besoin d'une approche qui est propulsée par les étudiants et par la technologie pour être basée sur une approche d'étudiants. Nous pensons si vous demandez quelles sont les parties prenantes, c'est un processus collectif et une responsabilité collective et ça doit être un effort collectif. En allant de l'avant, nous allons adopter une approche basée sur les étudiants. Ce n'est pas seulement question de technologie, mais également un système global. Nous parlons de la technologie, de la connectivité et comment ça doit être localisé et adapté aux besoins et à la situation de déplacement. Et le rôle des enseignants est essentiel là-dessus et aussi pour maximiser le potentiel de l'apprentissage. Donc, c'est également question de politique et de reconnaître que l'apprentissage numérique est quelque chose que nous devons adopter complètement. Il ne faut pas seulement voir l'apprentissage numérique comme une alternative à l'apprentissage traditionnel, mais que ce soit pour les sociétés modernes ou également pour les autres communautés. Comme la technologie a évolué et a révolutionné les secteurs d'économie et de transport et d'autres secteurs, nous voulons faire le même pour le secteur d'éducation. Je pense que le secteur d'éducation a été accusé d'être le dernier qui adopte le changement. Monsieur Krishnan, sur le point, il y a une disparité en ce qui concerne l'éducation. Le système d'éducation en soi est mis en œuvre. Le débat sur l'enseignement et l'apprentissage, comment on peut maintenir cette composante humaine.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Quelles sont les leçons que les Émirats doivent offrir de votre expérience? Je pense que l'innovation a toujours poussé l'être humain vers l'avant et je crois que l'innovation va être très essentielle dans le monde après Covid, de trouver des manières innovantes sur le futur d'innovation. Et je pense que la tendance suivante sera fructueuse et sera exécutée dans la prochaine décennie. Donc là où je peux, qui que je sois, est-ce que je dois apprendre ça, une tendance importante qui va venir. Donc, ce ne sera pas l'éducation traditionnelle académique, mais apprendre les capacités, les valeurs à travers des expériences en temps réel. Et également, ça va être mélangé avec la réalité et l'intelligence artificielle va devenir importante. Ça va augmenter la productivité et les résultats d'éducation et d'apprentissage et de s'assurer d'augmenter l'efficacité. Les machines vont parler les unes aux autres en ce qui concerne les expériences et la création d'efficacité et tous ces exploits académiques. Et les certificats, ce seraient des certificats de pensée dans le blockchain. Le rôle des enseignants va changer. Les enseignants vont devenir des mentors, des facilitateurs. Donc, c'est pas seulement enseigner. Ils vont aller au-delà de l'enseignement. Et le programme scolaire, comme mon collègue a dit, ça va contenir l'éducation du futur et ces programmes scolaires auront des codes qui sont plus communs. Et finalement, je pense que le monde va voir beaucoup plus de différences sur la manière de laquelle l'éducation est vue par le gouvernement. Et ça, c'est un avantage que nous avons dans ce pays. L'éducation est un programme national. Et surtout après la pandémie, les gens ont réalisé que l'éducation doit s'ouvrir à l'éducation à travers le monde. Et nos pays sont des pionniers. Nous avons la technologie et nous pouvons devenir un bon exemple pour d'autres pays dans le monde pour nous suivre. Il semble que c'est contradictoire avec la pandémie qui a mis l'accent sur l'importance de prendre action sur l'éducation. Et la première réponse, c'était de réduire les dépenses sur l'éducation. Mais nous savons que l'éducation doit changer si nous voulons préparer les enfants et les jeunes pour le futur. Et cela mène à poser ma question à M. Alfonso. Le message de Dubai Care pour le monde, c'est que l'enseignement est un être humain et quel que soit l'apport de la technologie, il y a cet aspect humain qu'on ne peut pas remplacer. À quel point on peut tirer profit de l'intelligence artificielle tout en maintenant le côté humain dans le processus d'éducation? C'est une question très pertinente. Beaucoup d'enseignants, lorsqu'ils pensent aux outils numériques, ils pensent que ça va remplacer l'enseignant et c'est pas le cas. Beaucoup d'enseignants peuvent dire ça et ça peut aider à propulser les enseignants à faire leur travail de manière plus efficace. Lorsque la pandémie a commencé ici aux Émirats, il y avait beaucoup de leçons apprises sur le fait d'avoir les bons outils. Beaucoup d'enseignants n'avaient pas d'appareil logistique. Et donc, le premier défi, c'était d'avoir ces appareils chez eux à la maison. Donc, ils ont été ouverts pour utiliser des plateformes et se rencontrer. Donc, les enseignants ont appris de changer, d'enseigner à la maison. Donc, on voit qu'il y a
que les enseignants doivent maintenant préparer les plans de l'enseignement et faire l'évaluation, et tout cela est fait à travers la plateforme Aleph. Elle voit le niveau de l'étudiant. Ce qui manque, c'est l'interaction sociale. L'étudiant doit développer un amour d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui manque, mais dans nos cas, en termes d'avoir la bonne intervention, on voit comment les enfants apprennent. C'est quelque chose que peut-être le ministère ou d'autres pays n'ont pas les bons outils pour l'apprentissage. Beaucoup de gens parlent de l'apprentissage en ce qui concerne de ce que les étudiants n'ont pas pu réaliser, mais ils ne voient pas à quel point c'est difficile pour les enseignants à ce moment-là, et en ce qui concerne le stress et les problèmes mentaux auxquels ils font face. Donc, le succès que nous avons à Aleph Education pour les étudiants et les enseignants pour le projet. Donc, nous continuons de travailler avec ce genre de pensée, avec les bons outils, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou d'autres, pour continuer avec quelque chose qui est acceptable pour les enseignants et pour les étudiants. Donc c'est la dernière question. Que diriez-vous à ceux qui entendent parler de l'école numérique et immédiatement pensent à ce modèle du futur complètement en ligne, pas d'enseignants réels, pas d'interaction, cette image d'un processus sans vie qui est froid. Que diriez-vous sur le futur d'apprentissage numérique, tout en maintenant l'aspect humain? C'est une question importante parce que, évidemment, lorsque vous dites aux gens école numérique ou apprentissage intelligent, ils pensent que c'est complètement numérique et qu'il n'y a pas d'interaction humaine. Pour nous, dans l'école numérique, nous nous concentrons sur la communauté et comment on peut tirer profit de la technologie pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous pensons que la technologie peut aider dans certaines situations et aider beaucoup. Et dans certaines situations, c'est question de savoir comment on peut renforcer les capacités des communautés, que ce soit pour les enseignants ou les membres des communautés. Nous avons investi 22-25% de notre budget pour le renforcement des capacités des enseignants et des communautés. Nous avons développé des programmes avec la technologie pour former des facilitateurs qui sont membres de la communauté et qui aident dans le processus d'éducation, et des enseignants et des chefs d'école et des membres des ministères qui peuvent prendre ces programmes pour renforcer les capacités des enseignants. L'autre chose qu'il faut mentionner, ça doit être centré sur les enfants dans les zones reculées. Et nous pensons que l'objectif alternatif, c'est de se concentrer, de créer un étudiant qui est indépendant. Donc, pour les étudiants qui sont moins éduqués, mais pratiquement ils ont beaucoup plus de capacités en termes de capacité informatique par rapport aux enfants ici à Dubaï ou dans d'autres régions du monde, parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Nous pouvons leur apprendre les capacités et comment devenir un apprenti indépendant, et nous leur disons que sauf le ciel et leurs limites. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. L'école numérique n'est pas complètement numérique. On utilise la technologie à chaque fois qu'il peut ajouter de la valeur, et dans certaines situations, nous préparons l'étudiant. Et s'il y a un problème avec Internet, il faut avoir le plan A, le plan B ou le plan C, et on doit continuer. Et c'est là où nous essayons d'innover et développer la technologie pour servir ce genre de situation. Et c'est là où nous mettons l'accent
sur la connexion avec le secteur de technologie et d'éducation et de télécommunications pour trouver la bonne formule qui correspond à chaque situation ou lieu dans lequel nous travaillons. Monsieur Bloom, la même question. Comment on peut naviguer dans un futur où le futur d'éducation ou de l'intelligence artificielle doit faire partie de l'éducation, le système d'éducation, tout en maintenant le côté humain? Je pense que pour les systèmes d'éducation, il faut avoir des cas pour la technologie. J'ai toujours pensé à l'efficacité. Il y a certains éléments dans la chaîne de valeur où il est impératif que la technologie ajoute de la valeur, ce soit lors de la collection de données ou bien les instructions des enseignants. Donc l'amélioration avec la technologie va donner plus d'efficacité. S'il y a une ancienne école qui imprime des livres, mais dans le futur, on n'aura pas besoin de livres. Donc, ça peut être décrit en termes d'efficacité. On trouve des points dans le système où ça a sens et peut-être il y a un meilleur engagement. On peut créer un groupe de feedback pour engager les enfants dans le programme scolaire. Peut-être la technologie avec les projections de vidéos, ça peut être un outil puissant. C'est une technologie qui est chère, peut-être via la projection de vidéos. Je pense que ça doit être vu comme complémentaire, mais c'est un changement d'attitude. Si vous pouvez avoir une création conjointe, il y aura peut-être de la résistance. Il faut donc les engager pour identifier les points essentiels et mélanger la technologie avec des points essentiels qui font partie de ce système. Donc, changement de comportement est essentiel. Et ça inclut également l'éducation, la manière de laquelle les enseignants, les parents et les administrateurs des écoles, comment on peut naviguer pour le taux auquel le changement se passe. C'est très rapide. Donc, les parents veulent encore voir des livres et des devoirs sur des cahiers. Maintenant, ils voient leurs enfants sur des appareils de tablettes en train d'étudier. Je pense que beaucoup de travail nous assiste au changement. C'est toujours l'assistance pour créer. Si je conduis une petite voiture et demain vous venez et vous me donnez une option d'une voiture sport très chère qui coûte des millions de dollars, c'est un changement que je vais apprécier. Je vais penser que c'est massif et je serai vraiment excité. Et en même temps, si vous me dites, Chris, demain, vous n'allez pas avoir votre voiture, vous allez marcher ou bien vous voulez prendre une bicyclette, je pense que ça va m'affecter. Donc, comment ce changement va affecter la partie prenante et changer sa vie au lieu des changements en soi. Donc, la partie essentielle de regrouper les parents et les enseignants et le gouvernement ensemble, ça concerne là d'expliquer le changement et le changement qui les affecte d'une certaine manière, comme mon ami a dit, d'apporter la technologie afin de l'utiliser. Donc, la technologie doit être invisible, l'impact doit exister, mais ça ne doit pas être la technologie qui est au devant. Donc, le monde va être vu de manière différente et chaque industrie a déjà transformé la manière de laquelle nous faisons nos courses, la manière de laquelle nous communiquons. La technologie a changé la manière de nos vies et donc c'est facile de la transformer en ligne avec d'autres industries et de les informer sur l'impact que nous devons prendre. Merci beaucoup. Et nous savons que l'éducation
est au cœur de tous les objectifs de développement durable. Et revenons à le début de la session. La pandémie a donné plusieurs défis et nous a montré également le potentiel que l'éducation et la technologie et l'intelligence artificielle peut nous aider pour surmonter certaines barrières, pour faire face aux difficultés. Et le futur, et chacun de vous a mentionné que l'engagement des parties prenantes pour co-créer un futur. Il faut également se rappeler, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation elle-même, mais on se demande à quoi va ressembler le futur de l'humanité et comment il va tirer profit du potentiel de ce que nous savons déjà sur l'innovation. Pour avoir ce genre d'innovation, j'aimerais remercier chacun de vous pour vos contributions très importantes aujourd'hui et j'espère que l'audience a trouvé que c'était très intéressant. Merci.